depuis peu à l'UQAM, depuis 2005. À l'UQAM, je suis présentement directeur du programme en enseignement en formation professionnelle et technique. Avant, j'étais conseiller pédagogique dans une commission scolaire, j'étais enseignant aussi, et j'ai subi les offres de l'insertion. Et j'ai fait partie des survivants de l'enseignement. Donc, je vais essayer de beaucoup d'informations à vous donner. Peut-être que je ne passerai pas à travers toutes les pages du document, mais au moins vous aurez la référence. Si vous voulez, vous avez ici mon blog. C'est un blog en didactique en formation professionnelle. Donc, beaucoup d'informations dans le domaine de l'enseignement en formation professionnelle, spécifiquement pour ceux qui veulent y aller. Vous avez également accès à différents sites que je développe également dans le domaine de la formation professionnelle, qui est surtout axé sur l'enseignement, et ça va vous donner aussi, en général, il y a toujours un article par semaine. Il y a environ 200-300 articles présentement, avec des vidéos et d'autres éléments. Mon choix éditorial, c'est qu'au lieu d'écrire des livres, je donne mes informations sur Internet. Étant donné qu'il n'y a pas de marché en formation professionnelle pour écrire des livres, tout se fait de le donner. De toute façon, donner à tout le monde, de donner à un éditeur, comme autant donner à tout le monde. Donc, ce qui est la manière dont on va aborder ensemble le volet de l'insertion versus les directions. Donc, il y a le volet, je vais traiter du prof, des passages, des questions, des défis, des constats, du syndrome du survivant en formation professionnelle, les catégories d'insertion, les compétences à développer, puis apprendre à gérer des problèmes. Pendant tout le temps que j'ai été conseiller pédagogique, j'ai toujours eu comme problème l'accueil des nouveaux enseignants. Parce que les solutions que j'avais à y apporter ne correspondaient pas aux problèmes que lui avait. Lui était dans un problème de survivance, pendant que moi j'arrivais avec mes problèmes d'évaluation, de pédagogie, d'organisation. Donc c'est pour ça que je veux l'aborder. Puis l'enfant pauvre de l'insertion, c'est la pédagogie. Et le syndrome du survivant, c'est qu'il survit en apprenant à ne pas faire de la pédagogie, mais à survivre. À gérer la discipline dans la classe, à faire ses épreuves, à faire son évaluation, à gérer le drame jour après jour pour finalement, moi je les ai quand je donne la formation à l'université, où les profs les plus désabusés, les plus découragés, c'est ceux qui sont en exercice. Puis ils sont en train de faire leur bac. À des moments donnés, je donne un cours qui s'appelle Pédagogie vécue. Vous pouvez m'amener, regardez, changez de job. Vous êtes déjà découragé, vous êtes déjà sur le bord du burn-out, vous n'êtes même pas commencé, vous n'avez pas encore votre permis d'enseigner. Parce que là, la direction ici, puis le conseiller, c'est ça qu'il ne fait pas, puis que le gouvernement, c'est ça, puis les programmes, c'est ça, puis les parents, ils n'élèvent pas les enfants, etc. Donc, on se retrouve vraiment dans une situation où il n'y a pas de solution. Donc, la culture du milieu l'amène à dire, regarde, c'est la vie, c'est pas drôle, c'est comme ça, puis on n'en sort pas. Puis, si tu veux être là-dedans, il faut que tu saves nos mondes là-dedans. Et moi, je leur dis tout le temps, en formation professionnelle, de toute évidence, il n'y a personne qui est à sa place parce qu'il n'y a personne qui est venu au monde pour être un prof en FP. Vous avez tout un autre métier avant d'être en FP. Donc, faites attention quand vous dites que les gens ne sont pas faits pour une job. Donc, également, le volet accompagnement au plan d'action. Donc, c'est un accompagnement à la carrière ou un accompagnement à l'absence de carrière. Donc, à ne pas continuer là-dedans. Mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. J'ai posé la question, je donnais un cours au deuxième cycle à mes étudiants sur l'insertion professionnelle. Comment accueillir un prof en FP et qui est engagé le lundi puis qui enseigne le mardi. Quand il est chanceux, c'est le vendredi puis le lundi. Et là, on a fait un inventaire avec eux des caractéristiques du prof en FP. Bon, là, on a dit, bon, il y a peu ou pas d'expérience en évaluation. Ils ne sont pas nécessairement en ordre, là, mais ça fait un inventaire. Donne trop de matière et peu de pratique. Règle générale, veut plaire et bien faire. Donc, vu que les étudiants sur ça, c'est Trump. Quand j'ai commencé à enseigner aussi, à défaut d'en devenir les leaders, on va devenir des amis. Et là, ils vont m'aimer. On a dans les groupes d'enseignants, il y a ceux que les étudiants aiment et ceux qui n'aiment pas. Donc, on va y aller au niveau affectif. Toujours vu, moi, que plus les étudiants aimaient un prof, c'était pour compenser d'autres choses. Je dis tout le temps, oui, la relation affective, elle est importante. Au primaire, elle est prédominante. Au secondaire, il faut un peu lâcher le lousse. Puis en formation professionnelle, c'est premièrement, es-tu capable de faire ta job? Si tu n'es pas capable de souder, tu n'auras pas aimé le monde, tu ne resteras pas là. Donc, entre autres choses. Insécure et déchante facilement. Problème de préparation et d'organisation. Pas de connaissance du vocabulaire pédagogique. Et s'il y a un élément qui est problématique, ça a l'air de rien, mais celui-ci, depuis le temps que je travaille dessus,
Ça, s'il y a quelque chose à faire, c'est là. Ben, à un moment donné, j'ai monté une trousse d'insertion, puis les gens m'avaient dit, Henri, il ne faut pas que tu mettes des mots trop compliqués. J'ai eu beau faire le ménage, j'en ai resté quand même 250. Un nouveau prof, juste prendre le programme. Déjà, le mot programme, on ne sait pas de quoi qu'on parle. On parle de compétences. Mais là, il faudra encore trouver du monde qui savent de quoi c'est. Être capable de rendre ça clair à quelqu'un qui commence dans l'enseignement. Le module, la théorie, la pratique, l'atelier. On en mêle, on a bien beau appeler des choses, des machins, des bidules et des patentes. À un moment donné, on finit par avoir un vocabulaire assez limité. Donc, pas de connaissance du vocabulaire pédagogique, c'est pas évident. Peu de connaissances des programmes, pas d'expérience en pédagogie, désir s'impliquer, perception élevée de ses compétences, il est disponible, il est stressé, il n'y a pas de balise, difficulté de gestion de sa classe, se préoccupe plus du contenu que de son apprentissage. Il n'ose pas demander de l'aide, il est peu flexible, il est faible, il a une faible capacité d'usage des TIC. Il a le langage du métier, mais pas celui de l'enseignement. Il est spécialiste de contenu, puis il est motivé à transmettre ses expériences. Il ne sait pas comment, mais il veut. Donc, ça montre un peu la partie, c'est pas exhaustif, c'est un premier inventaire qui est important à considérer parce que si on ne prend pas ça en considération, comme je vous le soulignais tout à l'heure, au niveau du vocabulaire, c'est peut-être le premier élément à venir chercher. Les obligations pédagogiques à laquelle il est obligé de faire face. Il doit se tenir à jour, suivi et soutien des élèves, l'éthique. Avec mes étudiants, quand on parle d'éthique, ben, ce qu'ils me disent, on n'aura pas plus d'éthique que la structure en a. Donc, vous voyez que l'éthique, on ne peut pas l'imposer à quelqu'un si la culture de l'organisation n'est pas si éthique que ça. Beaucoup vont me dire, ouais, mais le directeur, il me dit, bon, mais que l'élève échoue, réussit, en autant qu'il passe l'examen, le cas doit rentrer. Donc, si un nouveau prof a ça comme commentaire, même si ce n'est pas ça en réalité, en tout cas, il y a un message qui s'est donné par quelqu'un quelque part qui n'est pas correct, à toute fin pratique. Donc, il y a énormément de mythes véhiculés, soit par les pairs, c'est pour ça qu'on dit, oui, l'accompagnement du nouveau prof, oui, mais il faut surveiller avec qui il va être accompagné, si on va maintenir les vieilles pratiques, parce que tout vieux prof n'est pas un exemple à suivre. Donc, c'est pas parce qu'il est vieux qu'il a toffé. J'en ai vu de tous les genres là-dedans. Il y en a qui avaient vu des directeurs qui ont passé leur carrière à essayer d'avoir la peau d'un prof. En tout cas, il y a des exemples partout là-dedans. Mais il faut faire attention à l'accompagnement. Puis à l'accompagnement, comme ce matin, quand je regardais les présentations, je vous disais, la pédagogie est toujours l'enfant pauvre. Si moi, comme conseiller, je veux accompagner un nouveau prof, c'est pas juste dans sa gestion de classe. Moi, je dis toujours à mes étudiants, un élève qui apprend ne fait pas de trouble de classe. C'est pas en donnant des... Si on sait que la peine de mort ne diminue pas le taux de meurtre, il n'y a pas de règlement dans l'école qui va faire qu'un élève va t'écouter. Sauf s'il est en train d'apprendre. Donc, focus sur l'apprentissage plutôt que les règlements et la répression. Mais là, il faut avoir une pensée pédagogique dans l'école. Il faut que le conseiller dise, bon, ben la prof en compétence, on la fait comment? Est-ce que je suis en enseignement individualisé, tu donnes les petits cailloux au monde en autant que tu as les guides SEMEC, tu n'as plus de problème? Ben là, on a peut-être un petit problème. Là, tu vas avoir des problèmes. Là, il faut que tu apprennes à gérer ta classe, puis à donner la répression, puis, etc. Donc, les obligations pédagogiques, hein, c'est préparer son matériel d'enseignement, respecter les consignes et procédures, respecter son horaire, transmettre la matière selon le programme, connaître la gestion des équipements et du matériel didactique, comprendre les modules enseignés, respecter les heures, respecter la sanction, comprendre la répartition des modules, s'occuper de la réussite des élèves, favoriser le transfert des connaissances, prendre connaissance des contenus et de la structure d'évaluation, produire un plan de cours et planifier son enseignement. Ça, c'est simplement pour venir dire, bon ben, oui, il faut accompagner, oui, il faut l'aider, mais ce que je trouve toujours extraordinaire dans les commissions scolaires, c'est qu'on se pose encore la question de la pertinence de l'accueil d'un prof. On va dans la plus petite shop qu'on peut imaginer, en soudure, en n'importe quoi, le boss va au moins l'accueillir, regarde, ta case est là, ton poste est là, puis regarde ce qu'on fait des pelles à neige ici. Ici, ton langage, on va lui donner son horaire, on lui donne son module, comment l'enseigner, c'est quoi qu'il y a dedans. Regarde, no news, good news. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, c'était ça. Si tu viens pas me voir, t'es un maudit bon prof. Parce que là, j'ai dit, si tu veux régler des problèmes, t'es pas un bon prof. Souvent, c'est le message qui est souvent... mais j'ai voulu l'aborder par l'ampleur. C'est pas rien. Enseigner, tu viens pas au monde avec ça. C'est pas un art, c'est premièrement une science. Hein? Tu viens pas au monde enseignant, tu viens pas au monde avec la science nécessaire à l'enseignement. C'est une fausseté de prétendre ça. C'est une science. Enseigner, c'est complexe. Le prof qui arrive de l'AFP, il était compétent dans son métier, mais on peut le dire, il est incompétent en enseignement. C'est une prétention qu'on a, c'est un souhait, on espère. Moi, quand je les ai à l'université, qui me disent hey, « il m'a passé 10 ans à temps partiel à suivre des cours.
Il dit, avant, là, ma job, je la faisais, là, j'arrivais chez nous, je prenais ma petite bière, puis pas de trouble. Là, j'arrive chez nous, je pense à mon problème du lendemain. J'ai vu des gens, je leur demandais à l'embauche, en conduite de camion, pourquoi tu veux devenir enseignant? Ben là, des problèmes familiales, je suis jamais chez nous, je suis toujours sur la route. Le plus haut taux de divorce qu'on avait, c'était les profs en conduite de camion. Parce que, justement, là, elle dit, le commentaire qu'on avait des épouses, c'était avant, il venait juste le samedi, mais il était tout là. Là, il était à tous les soirs, mais il n'est pas là. Son corps s'est rendu, mais sa tête n'est pas là. Fait que là, au contraire de vouloir éviter le problème, il a envenimé son problème à toute fin pratique. Donc, moi, je l'aborde par rapport à l'ampleur. C'est pas anodin. C'est pas, ils sont donc bien faibles aujourd'hui, il faut les accueillir. Non, on ne peut plus se permettre d'en perdre. Puis ceux qu'on perd, c'est pas nécessairement pas bon. Puis ceux qui restent, c'est pas nécessairement meilleur. Donc, il faut faire attention à cette évacuation-là par le processus de sélection naturelle. Je vais demander à des profs, c'est quoi être un prof? Puis des profs que j'ai dans mes cours, donc ils me disent, c'est quelqu'un qui doit avoir l'expérience du métier. C'est quelqu'un qui a le désir de partager, qui a de l'énergie, la connaissance du métier, l'amour de son métier, il y a de l'hygiène personnelle, c'est drôle, mais c'est drôle. Donc, j'ai vu des cas où des bâtons d'antistorifiques qui sont donnés, en tout cas. De l'organisation, l'habileté à capter l'attention, la facilité de communiquer, l'habileté à concevoir, la facilité à intégrer, la disposition à questionner, l'habileté de stratège, la facilité à écouter, la capacité à structurer, la capacité d'analyser, la facilité à accompagner, la capacité à observer, la disposition à s'adapter, la capacité à évaluer, la maîtrise de sa discipline, la facilité à utiliser le langage, l'habileté à faire des liens, la facilité à vulgariser l'information, le sens de l'humour, de l'éthique. Donc, vous voyez que ce n'est pas anodin. Tu vois, quand mes enseignants allaient à l'université m'ont fait la liste, ils disent comment il en reste dans la classe. On va apprendre notre métier, on est en train de l'apprendre, mais ça montre simplement en leur demandant à eux qui débutaient, ils étaient conscients que c'est ça que ça prenait pour devenir un enseignant. Et ça, c'est ce qu'il doit avoir. Mais qu'est-ce qu'il doit être maintenant? Attentif aux interrogations, motivant, humble, imaginatif, disponible, compétent, modèle, à jour, pédagogue, communicateur, passionné, de bonne humeur, dynamique, patient, ponctuel, réceptif, confiant, respectueux, à l'écoute. Oui, et ça, c'est ce qu'il doit être, ça, ce qu'il doit avoir. À l'université, vous allez avoir ça, mais ce que vous allez être, si on ne peut pas vous l'enseigner comme tel, c'est à développer. C'est en faisant ça que l'on va voir si ça est là. Donc, vous voyez que toutes ces qualités-là, équitables, ouvertes d'esprit, etc. Donc, c'est toutes des qualités qui ont été exprimées. Ce n'est pas une étude scientifique, c'est quand même exprimé de façon spontanée par une cinquantaine d'enseignants dans une formation. Des passages nécessaires et pas clairs. Donc, un des éléments, il ne faut pas oublier que notre prof en insertion, il part d'une situation de travail disciplinaire. Il se retrouve dans une situation de travail d'enseignant. Et il y a une situation pédagogique qu'il doit gérer. Parce que situation de travail d'enseignant, il est dans la commission scolaire, il est dans le centre, il est avec ses collègues. Puis on s'entend bien qu'en FP, la nuance qu'on a avec la formation générale, c'est que je ne suis pas professeur de mathématiques au primaire ou au secondaire. Je suis en soudure. Et donc, je n'ai pas d'affinité avec le prof en secrétariat. J'en ai aucune avec celui qui est en machinerie lourde. Mon métier, c'est une culture. Donc, je rentre dans une culture hybride qui est une construction d'un prof avec un métier et que là, il arrive, il est menaçant, menacé. Il est menaçant parce qu'il arrive avec la dernière technologie, puis il est menacé parce que les autres connaissent la pédagogie, puis lui, il connaît. Tandis que si je suis un nouveau prof en formation générale, je suis menacé, mais pas tellement menaçant. Donc, à cet égard-là. Donc, situation pédagogique, déjà s'entendre avec ses collègues, avec l'organisation. Ici, il rentre dans sa classe, il ferme la porte. Il y a des élèves, il y a un programme, il y a lui, puis il y a un milieu, puis là, il faut qu'il commence à se dépatouiller là-dedans. La situation d'enseignement. Donc, bon, là, on a ça là, mais je fais quoi à cette heure? Là-dedans. Et on a la situation d'apprentissage. Hein? Et là, on a un cycle. Et là, c'est comme ça que ça va se situer. Mais situation d'apprentissage, on travaille peu là-dessus. La compréhension de la situation pédagogique, on comprend peu là-dessus, on travaille peu là-dessus. Il faut avoir une vision. Ce matin, si on avait plus de temps, j'aurais eu le goût de poser la question, comment on peut accompagner quelqu'un
s'il n'y a pas une vision claire de l'organisation sur les pratiques pédagogiques qu'on favorise. J'étais en Haïti en octobre, il y a 1 an et demi, et c'est la première question qu'on se posait. C'est quoi la vision pédagogique? On fait-tu une pédagogie de la transmission ou une pédagogie de l'appropriation? Donc, déjà ça, de décider ça. Et si j'ai une pédagogie de la transmission, on va t'installer à ce que tu organises ta gestion de classe puis tu contrôles avec la discipline, parce que maintenant, tu vas tenir le monde, ça va être assez rapide. Une pédagogie de l'appropriation, ben, ça ne s'apprend pas demain. Faire travailler le monde, les amener à les motiver. C'est toi le motivateur. Hein? Juste l'approche de dire, l'élève, c'est toi qui le motive. C'est pas par sa motivation que tu vas être capable d'enseigner, c'est par ton enseignement que tu vas le motiver. On est dans une autre démarche totale. Là, ils vont être chialés de dire, bon, ben, les parents, ils élèvent pas, ils sont motivés, ils sont pas motivés, c'est des jeunes, je les entends présentement comme nouvel enseignant, là, qui me disent, ben ouais, c'est des jeunes qui ont tout, hein, ils n'ont pas été élevés. Les enfants, ouais, ils veulent pas faire ce que je leur dis. Mais, je lui dis, quand tu étais jeune, on disait la même chose de toi par rapport à la génération précédente. Donc, tu l'as simplement oublié. Donc, ils sont différents. Mais ils ne sont pas pires que tu étais, mais c'est parce que toi, tu ne veux pas changer, il faut que tu t'adaptes comme tel. Donc, voici des passages et des situations, c'est plus complexe que des tâches. Une situation aujourd'hui, si on peut dire, la formation professionnelle du futur n'est plus celle où on va enseigner aux gens à faire des tâches, à souder, à vendre un produit. C'est une pédagogie qui est orientée vers la situation. Est-ce que tu comprends la situation pour adapter ta tâche dedans? Donc, on n'apprend pas un métier par la somme des tâches. Ça, c'était il y a 30 ans. Ces métiers-là sont rendus en Chine et en Indonésie. Aujourd'hui, tu comprends-tu la situation? Prenez juste la santé-sécurité. On apprend des règles aux jeunes, pendant que sa situation de danger, il faut qu'ils apprennent. J'ai monté le nouveau cours de conduite automobile au Québec, puis avant, on apprenait aux gens à manœuvrer un véhicule. Aujourd'hui, on les apprend à comprendre une situation de conduite. Parce que tu vas manœuvrer ton véhicule dépendamment de la situation de conduite. Ça ne se gère pas la même chose à l'heure de pointe. L'hiver, l'été, quand il fait clair, quand il fait chaud, quand tu as fini, quand tu reviens, quand tu y vas, etc. Quelle est la situation? Quelles sont les variables dedans? Et comment tu adaptes ta conduite? Et non pas de dire comment tu recules, comment tu te stationnes. Ça n'a rien à voir. C'est la chose la plus niaiseuse à faire. On pourrait le faire par l'automatisme. Pourquoi c'est pas automatique? C'est parce que la situation varie. Bien, quelqu'un de compétent, il faut aborder la compréhension de la situation de travail disciplinaire et non pas la tâche de travail. Donc, oui, déjà là, l'individu, il arrive, « Ah, moi, je suis capable de souder. » Puis là, il monte à souder. L'exemple que j'ai là-dessus, c'est un prof en alimentation. Ils sont vraiment niaiseux, les étudiants. Je fais une démonstration pour faire 6 biscuits. Je leur demande de faire 12, ils ont fait 2 fois ma démonstration. Ils ont fait ce que tu leur as montré. Parce que ce qui était important dans ta démonstration, tu l'avais entre tes 2 oreilles. Pourquoi tu as pris un plat ce grandeur-là? Ils étaient assez intelligents pour dire, si je mets 2 fois plus de farine, ça va déborder du plat. Mais c'est ce plat-là qui est pris. Une démonstration, ça a une limite. Hein? Ça vient d'une époque. C'est-à-dire, fais ce que je fais, puis surtout bien de l'avoir fait comme tu as montré à toute fin pratique. Donc, question d'enseignant. Comment transmettre mon expertise? Avec qui vais-je travailler? Qui est l'apprenant à qui je vais enseigner? Quelle est la matière que j'aurai à faire apprendre? Et ça, là, c'est pas anodin. Parce qu'autant le vocabulaire que la matière, savez-vous que 80% de la matière qu'on demande à l'enseignant à enseigner n'a jamais été explicitée? Les statistiques ont sorti là-dessus. C'est un des problèmes de ceux qui prennent leur retraite présentement. Il y a eu des analyses là-dessus sur le savoir des organisations. 80% des savoirs des organisations est implicite, est tacite et empirique. Donc, il est dans la tête de celui-là qui l'a, mais il n'est pas capable de le dire. Fait que lui, il arrive, il faut qu'il exprime un métier qu'il a juste au bout de ses bras. On ne lui a jamais appris à expliciter. Et on le voit, nous, quand ils font leur portfolio de reconnaissance d'acquis, c'est presque une thérapie. Les amener à dire, trouve-moi des situations de travail caractéristiques de ton métier, explique-nous la situation et comment tu t'y es pris pour la résoudre. Ça, il y a mieux suivre 30 crédits de cours que d'écrire ça. Il faut les accompagner, puis il y en a 20% qui spontanément vont remettre leur... Puis ça n'a rien à voir avec la facilité d'écriture. En secrétariat, ils écrivent facile, mais ils disent rien. L'autre, il y a quelque chose à dire, mais il ne sait pas comment l'écrire. Vous voyez, et là, dans le fond, on est en train de faire un travail là-dessus. La compétence numéro 1, témoin critique de la culture et des savoirs. Mettez un gros point d'interrogation là-dessus. Il y a besoin de gros accompagnement sur comment tu expliques ça de la manière à faire. Moi, j'en ai un cours de didactique où je leur demande, regardez, vous gagneriez énormément de temps à écrire la tâche aux étudiants, à leur donner.
Et là, il y aurait les consignes, les tolérances, les critères dessus, les références, puis à quoi ça sert. Puis le livrable, puis la situation, le contexte. Écrivez-la. 45 heures. J'ai 60 étudiants. Si je réussis à en faire écrire une en 45 heures, pourtant, il en donne à la journée. Mais qu'est-ce que vous pouvez bien dire aux étudiants que vous n'êtes pas capable d'écrire? Mais quand ils l'écrivent, non, c'est pas ça que je veux dire. Fait que là, ça devient... Et là, imaginez la gestion de classe que vous avez à faire. Vous en avez 20 dans votre classe, 20 compréhensions différentes, qui viennent vous demander à tout bout de champ, c'est quoi vous avez dit? C'est-tu bien ça qu'il faut faire? Etc. Pendant qu'au départ, y apprendre à écrire une tâche de nos étudiants, ça serait le minimum. On dit, tout le monde sait faire ça, essayez-les. Vous voyez que la carence du vocabulaire vient avec la difficulté d'expliciter les pratiques professionnelles. Et ça, c'est deux éléments. Un prof en formation générale, il n'est pas porteur du savoir, le savoir savant. C'est un savoir savant qui enseigne, terrain de Pythagore, il n'y a pas à l'interpréter, il enseigne comme il est écrit. En FP, le savoir, il est industriel, commercial, un peu est écrit, mais il est obsolète rapidement. Donc, vous voyez que là, c'est pas anodin, ce volet-là comme tel. Bon, quel est mon contexte de travail? Quelles sont mes obligations? Qui peut m'aider à gérer mes craintes? Quelles seront mes tâches? Quelles sont les ressources à ma disposition? Quels sont les événements auxquels je devrais faire face? Et vous aimez un peu plus loin, enseigner sans problème. On ne les passera pas. J'ai mis sans problème en enseignement, parce que le sans problème, c'est le chiffre 100. Donc, les problèmes avec lesquels un nouveau prof fait face. Un élève qui laisse un clown dans sa classe, etc. Là, manque de temps. Regarde, l'imprimante n'a plus d'encre dedans. Le projecteur, ben, la lampe est pétée. Il y en a de toutes les sortes par rapport à ça. Donc, vous voyez, j'en ai mis 100 comme ça. Et ça, c'est à force de travailler avec eux que j'ai identifié. Là, je suis pas mal rendu à faire le tour avec tous ceux que j'ai passés comme enseignant là-dedans. Mais rarement, on va les aider. On va attendre que le problème arrive. Donc, quand on donne le cours pédagogie vécu, on travaille des problèmes qui vivent. On leur demande, est-ce que vous vivez des problèmes en enseignement? On va dire, oui, telle affaire. Parfait, on va travailler là-dessus. Sur une thématique, ça peut être l'évaluation, ça peut être l'apprentissage, etc. Et là, on va essayer de trouver des solutions de deux façons. Quand le problème arrive, qu'est-ce que je fais pour le résoudre? Là, les gens sont tous contents, on trouve tout le temps des solutions. À la gang, ils finissent par en trouver une. On dit maintenant, si on ne veut pas que le problème arrive, qu'est-ce qu'on fait? Ah, là, attendez pas que le problème arrive. Parce que là, vous allez en avoir des problèmes à résoudre. Mais on sait qu'il va arriver. Un élève clown dans une classe, tu sais que tu vas en avoir un. Un leader négatif, tu sais qu'il va en avoir un. Pourquoi tu attends de l'avoir d'en face? C'est trop tard. Là. Il a installé son influence, puis là, tu dois gérer ça. On le sait. On pourrait au moins donner un inventaire des problèmes avec lesquels il va faire face. Puis regarde, c'est pas pour rien qu'on essaie de t'accompagner. Parce qu'en réalité, il a l'impression qu'on l'accompagne pour faire la job qu'il pense être capable de faire, mais qu'on trouve que lui, peut-être qu'il n'est pas capable de faire. Donc, ça devient frustrant. On dit, regarde, es-tu capable de régler ça? Non, parfait, on va t'aider à régler. Par lequel on parle par rapport à ça? Constat 1. Ce n'est pas parce que nous savons faire quelque chose que nous pouvons le faire apprendre. Hein? Donc, parce que tous ceux qui savent écrire pourraient enseigner aux autres à écrire, ce qui n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas parce que je suis soudé que j'ai tout ce qu'il faut pour faire apprendre à souder. Donc, premier constat qu'on doit prendre. Deuxième constat. Le nouvel enseignant en formation professionnelle est généralement engagé sur la base de sa compétence disciplinaire et sur l'espoir qu'il soit un bon pédagogue. C'est sûr, c'est l'espoir. Il n'y a pas d'autre chose que l'espoir, parce qu'on ne l'a pas vu faire. Ça fait qu'on souhaite. Puis, on n'en trouve pas. Puis, plus le métier est spécifique, plus il est dur à trouver, puis plus on est tolérant. Alors, bon, on peut dire. Si je me trouve en Abitibi, puis que je cherche quelqu'un en machinerie lourde présentement et que les mines sont en explosion, pas sûr que quelqu'un va vouloir enseigner à 50 000 $, pendant qu'il m'en fait 150 000 quand il va aller travailler. Donc, quand on commence à avoir des métiers, là, que, dans la région du Saguenay, travailler pour l'Alcan, le mécanicien qui est là, il fait 100 000. Dans les mines. Hein? Dans les mines, c'est des prix, on n'est pas concurrentiel. Fait que du monde en secrétariat, en coiffure, on en aura toujours plus qu'on en a besoin. Mais du monde en machinerie lourde, mais des affaires de même, on va en avoir Et quand il y a eu une tournée qui a été faite sur l'arrimage entre les besoins de main-d'œuvre et la formation, là, ben, des formateurs, c'est curieux là-dedans. Vous parlez de tout sauf du formateur qui va donner la formation. Il est où, ce gars-là? Ou cette fille-là? Elle est où? Oui, c'est ça, on cherche encore, mais on en a besoin. Il faut bien admettre qu'il est compétent dans son métier, mais sans compétence en enseignement. Ça, il faut bien l'admettre aussi. En enseignement, il y en a 12 compétences à développer. Il va apprendre son métier d'enseignant sur le tas, qu'il suive des cours à l'université ou pas. Parce que quand il est rendu à l'université, il s'ostine que sa façon de faire, ben oui, c'est le syndrome du survivant. J'ai passé à travers, je sais que c'est le même.
Et ce que tu me dis, c'est pas bon. Ça fait qu'il ne changera pas beaucoup dans ses pratiques, d'où le fait que l'accompagnement est drôlement important pour relativiser l'état de survivance dans lequel il va être, parce que si on le laisse survivre, il n'y a plus rien qui va changer. Alors, moi, quand je faisais de l'intervention pour des enseignants là, qui avaient 6-7 ans, c'était fini. La pratique qu'il y avait là, c'était à vie. Surtout s'il avait mangé de la misère, là, le moindrement, là, lui, il savait que, regarde, moi, je sais comment m'en sortir. Et là, l'enseignement est un combat. C'est-à-dire, c'est un combat qui va gagner. Là, cette année, j'avais un bon groupe. L'année passée, c'était pas un bon groupe. Les innocents me posaient des questions. Donc, il aurait dû le savoir avant. J'ai eu un prof qui m'était arrivé comme ça. Il dit, je sais pas, cette année, ma classe, là, je suis en machinerie lourde, personne ne connaît rien là-dedans. Puis il a demandé à un étudiant, il me l'avait envoyé, parce qu'il l'avait envoyé en punition. Il dit, toi, tu connais rien là-dedans. Ben oui, je suis venu ici pour l'apprendre. Mais lui, il jugeait ça. S'il est obligé de l'enseigner, c'est parce qu'il ne connaissent rien, c'est pas une bonne affaire. Donc, c'est facile d'enseigner à tout le monde qui le savent déjà. Donc, constat 5. Les modèles d'enseignants dont il dispose viennent de ce qu'il a vécu à l'école comme élève. Ça, c'est l'autre gros écueil. Puis, règle générale, il a retenu juste les mauvais côtés. Parce que les mauvaises affaires, ça, c'est facile à voir. Mais comment ça marche quand ça va bien, il ne sait pas. C'est pas marqué dans la face du prof. Mais quand un prof, moi je me rappelle, le prof idéal que j'avais eu dans ma jeunesse, aujourd'hui je peux savoir que c'est un incompétent, mais à l'époque, moi comme étudiant, je trouvais qu'il contrôlait sa classe. Lui, il en accrochait un dans la classe en début, là, on savait que c'était pas nous autres qui accrochaient, qu'on était corrects, mais il y avait son souffre-douleur. Lui, il en sacrifiait un dans la classe, puis il tapait dessus tout le long. Il dépressait règle générale avant la fin, mais il disait, hey, lui, il contrôle sa classe, hein, c'est un bon prof. Aujourd'hui, dans le fond, c'est un incompétent. Le gars, il se servait, il sacrifiait un étudiant par groupe. Tout sympathique. Comme d'autres enseignants, quand un en mécanique, en conduite de camion, que j'interviewais lors de l'embauche, je lui demande pourquoi tu veux venir dans l'enseignement. Ah, il dit, moi, le monde m'aime. Ah, il trouve ça important de te faire aimer. Ah oui, te rappelles-tu d'un prof que tu as aimé au secondaire? Ah oui, il dit, il y en a un, il a transformé ma vie. Il enseignait quoi? Oh, ça, je ne me rappelle plus. Il dit là, il y a comme un problème. Tu devrais t'en rappeler au moins. Enseigner mathématiques, le français, non, ça, je ne m'en rappelle pas. Mais ça, c'est normal, je l'ai oublié. À l'école, ce que tu apprends, ben, tu l'as oublié. Vous voyez, le modèle est là. C'est pas grave s'ils ne la retiennent pas, c'est de même la vie. Donc, vous voyez que ces pratiques-là, il y a tout un combat à faire aussi. Les conséquences du syndrome du survivant. Il réagit aux problèmes plutôt que d'agir pour ne pas qu'ils arrivent. Donc, une impression de fatalité. Donc, c'est de même. Ils n'apprennent pas, c'est normal. Ils ne sont pas motivés, c'est normal. Moi, il y en a un que j'accompagnais, puis les élèves, comment ils trouvent ça? Ben, c'est plate. Puis c'est normal, c'est plate. Même étudiant à l'université, il enseignait au collégial les assurances. Puis il dit, moi, mes élèves, j'essaie, oublie ça, il est motivé, là. C'est plate, les assurances. Il dit, quand tu lis les contrats, c'est long, c'est le moindre détail. Puis dis, toi, t'aimes ça, les assurances? Ah, moi, il en mange. Ça se pourrait-tu que le monde dans ta classe soit comme toi parce qu'ils l'ont choisi? Ah, peut-être. Mais là, finalement, il a changé toute sa philosophie. Dire, si tu lui dis que c'est plate, c'est bien certain que ça va l'être. Vous voyez? Une impression de fatalité. Enseigner et faire apprendre, deux actions séparées. Bien, les enseignants qui m'ont dit, je suis tellement occupé à enseigner, je n'ai pas le temps de faire apprendre. Donc, vous voyez, il y a deux nuances. Enseigner, ça ne veut pas nécessairement dire apprendre. Quand je leur donne des stratégies pour faire apprendre. On n'a pas le temps de faire ça, M. Boudreau. Moi, j'ai un PowerPoint de 75 écrans là-dessus. Il faut que je passe à travers. Si je passe à travers, j'ai fait ma job. Puis apprendre, c'est la job de l'étudiant. Vous voyez, hein, c'est des plis, ça, qui se prennent vite. Déresponsabilisation, le sentiment d'impuissance, bricolage pédagogique, recherche de recettes, veut des réponses plutôt que des solutions, faible jugement critique par rapport aux situations, pratique par association plutôt que par résolution de problèmes. Moi, je déstabilise mes étudiants à l'université parce que je n'ai jamais de réponse à mes questions. Mais il est où le problème? C'est quoi la solution? Parce qu'il y a des solutions à un problème, mais il n'y a qu'une réponse à une question. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux essayer de comprendre le problème, parce qu'en le comprenant, tu vas trouver la solution. Mais les profs sont toujours à la recherche du manuel des recettes magiques. Et ça ne marche jamais, tout ça est pratique. Donc, comportement de victime par rapport aux situations d'enseignement. Je fais mon possible, j'ai tout fait ce que je pouvais. Puis quand c'est lui qui n'est pas correct, ou encore, il va faire des menaces. Il va dire, regarde, c'est moi ou c'est lui. Hein, ça arrive souvent également. Donc, ça, c'est le syndrome du survivant, c'est ça que ça génère. D'où l'importance de l'accompagnement comme tel. Donc, un problème majeur, comment faciliter la cohérence entre l'immersion dans la profession,
la formation pour la qualification et l'apprentissage de sa profession. Et non pas la formation sur le tas. C'est quand même, j'ai écrit un article dernièrement là-dessus, il faut quand même être cohérent. On se dit qu'on dit aux étudiants d'aller à l'école, de faire les efforts, de faire de la persévérance scolaire, pendant que le prof est en avant, il est en train d'apprendre son métier sur le tas. Il faut être cohérent par rapport à ça aussi. Il est en train de l'apprendre, c'est un apprenant. Donc, si on dit que dans ta classe, là, tu devrais amener les gens à poser des questions, tu devrais être animé, ces choses-là, il faudrait peut-être faire la même chose avec lui. C'est un apprenant. C'est pas parce qu'il est payé qu'il apprend plus. Ça, ils ont expérimenté ça, des endroits payer les étudiants pour aller à l'école pensant que ça allait augmenter la réussite. Au contraire, ça allait augmenter les choses. Donc, parce que pour qu'il n'y ait plus d'efforts à faire, tu es payé pour apprendre. Ça fait que, il y a l'effort, il y a un besoin, puis un désir qui doit être associé à ça. Donc, l'apprentissage implicite et spontané sur le tas lors de son immersion, les conflits cognitifs lors de la formation et la dissonance cognitive que ne manquera pas de provoquer le transfert de ces nouvelles connaissances dans les nouvelles pratiques qu'elles devront susciter constituent l'écheveau à démêler. Parce que, moi, quand je donne la formation à des enseignants qui sont en formation à temps partiel pour avoir leur brevet, ce qu'ils me disent, règle générale, ça ne leur donne rien d'apporter des nouvelles idées dans le milieu, ils vont se faire contester par les autres profs qui sont là. Puis même parfois, on est obligé de leur dire, regarde, tu es en stage, là, fais ce qu'ils te demandent, après ça, tu vas faire ce que tu voudras quand tu iras enseigner. Des fois, ils arrivent avec des nouvelles pratiques, dire participatives. Il y en a une autre jour, elle se fait sacrer l'heure de son stage. Parce que l'enseignant, tu ne sais pas enseigner, c'est pas de même qu'on fait ça. Regarde, présente ton PowerPoint, dis-les pendant ton 2 heures. Après ça, tu poses des questions. Et de faire que les gens y aller par participation, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu l'autoriser à faire ce genre de choses-là. Donc, vous voyez, chercher des pratiques. Déjà que le bac se fait en 10 ans, on s'entend que entre 1990 et 2000, là, la psychologie cognitive commençait. Puis là, on est rendu à autre chose. Fait que s'il a suivi son cours du processus d'apprentissage en 2000, là, bon, on est déjà rendu nettement plus loin quand il finit son bac. Fait qu'on s'entend que le prof, il enseigne depuis 20 ans ou depuis 15 ans. Il est dans le cadre si ce n'est pas mis à jour dans les pratiques pédagogiques. La didactique professionnelle est une science qui n'existait pas il y a 10 ans. Fait que tous ceux qui ont fait le certificat, leur bac avant, n'ont jamais entendu parler de ça. Fait qu'ils ont un modèle traditionnel de didactique basé sur la discipline et non pas basé sur la situation de travail. Fait que vous voyez, la mise à jour là-dessus, la vision pédagogique. Et là, il faut penser qu'il y a différentes catégories d'insertion. Il y a l'insertion institutionnelle, c'est ce que j'appelle, moi, le fonctionnement de l'organisation. Hein, le directeur général, la commission scolaire, le commissaire, le conseil d'établissement. Ça, c'est l'organisation, le bureau des ressources humaines est à telle place. L'autre, l'insertion sectorielle. Dans la classe, l'équipe, l'équipement, les collègues, hein, c'est un secteur. Il ne s'insère pas dans le centre de formation. Il s'insère dans son secteur. Puis s'il est en électromécanique, bien, il va avoir son bureau dans... Parce que déjà, regrouper ensemble des profs d'électro, c'est pas évident. Donc, c'est pas comme un secrétariat. En tout cas, il y a des cultures institutionnelles. Donc, l'insertion sectorielle n'est pas évidente. Moi, je savais, au mandat qui était donné à l'enseignant, si les profs le voulaient ou ne le voulaient pas. Puis là, mon accompagnement allait dans ce sens-là. Moi, j'ai annoncé, regarde, tu vas mourir. Dans le sens, pas de vieillesse, tu vas mourir professionnellement dans 6 mois, ou plus tard, tu n'es plus ici, dans 3 semaines, s'ils sont assez directs, tu ne seras plus ici. Quand comme vous êtes tout le monde de la formation professionnelle, quand le prof reçoit son mandat, il reçoit son module, mais là, en voyant le module, c'est un module de fin de programme. Donne ça à un prof qui vient d'arriver. Tu sais qu'ils veulent qu'il meure au champ d'honneur. C'est-à-dire, s'il vient d'arriver, tu lui donnes les modules du début, puis tu lui donnes des modules d'atelier. Maintenant, je me fais demander par un directeur de centre pour intervenir, dire « Viens voir, on est une enseignante en carrosserie qui a des problèmes de discipline en classe. » Tu arrives là, premièrement, c'est une des premières femmes qui enseigne en carrosserie, il donne un module d'électricité. Ben, c'est sûr, un prof ordinaire, même si le gars est bien bâti, l'électricité, les élèves trouvent ça plate. Fait qu'il donne le module le plus difficile. Au moment où elle aurait dû faire ses preuves, elle être sur la carrosserie du véhicule, soit la peinture, soit le débossage, soit la mécanique, ou etc. Mais non, ils mettent dans le cadre, on dit, ben, ils l'ont mis en électricité justement parce que peut-être qu'elle n'est pas capable de travailler sur un char ou des affaires de même. Ça fait que, vous voyez, là, tu dis, tu n'as pas de problème de discipline, c'est un problème de module que tu as. Et là, tu creuses un peu, là, tu vois les collègues, oh, elle ne restera pas. Ben, c'est sûr, tu as tout fait pour qu'elle reste non plus. Fait que, mais ça, c'est facile à voir. Au niveau de l'insertion sectorielle, quel mandat ce nouveau prof-là a eu? Puis c'est facile à voir selon le module. Et moi, quand je m'accueillais, puis il me disait « Oh, j'ai tout ce qu'il me faut, les profs m'ont donné ça. »
regarde, s'il y avait tout ce qu'il faut, les profs, ils l'auraient pris ton module. Parce que s'ils te l'ont donné, c'est parce qu'il manque quelque chose de quelque part. Non, 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 là, il ne m'écoute plus, il ne veut plus avoir d'aide, il y a ce qu'il faut. Je me rappelle, le gars, il y avait une pile, ça dépend de l'exercice. Oui, mais es-tu certain qu'ils sont corrects? Ah, ouais, non, tout ce qu'il faut pour demain. Là, il te rappelle le soir, j'ai pas les réponses aux travaux. Ah, tu n'as pas les réponses. OK, on appelle le chef de groupe. Oh, on les a les réponses. Ça veut dire que là, l'anguille, on n'a pas tombé dessus encore. Fait que là il ne m'écoute plus, il y a ses réponses, on va avec. Ça fait que là, il rappelle, hey, il y en a qui ne sont pas bonnes. Ah, ça, c'est bien sûr. Ah, voilà, voilà l'anguille. Voilà l'anguille, elle était là. Le piège était à cet endroit-là. Mais c'est facile à voir au départ. On ne donne pas les modules les plus difficiles à quelqu'un qui arrive d'industrie, entre autres choses. L'insertion fonctionnelle, logistique de fonctionnement de classe, le laboratoire, l'atelier, la gestion des absences, la transmission des notes, l'horaire de travail, les évaluations. C'est ce que j'appelle, moi, le fonctionnel. À la fin, tu as 45 heures, il y a un examen, il faut que tu le fasses. Puis là, les élèves, il faut qu'ils aient fait tel et tel exercice, puis voici ton horaire d'atelier. Bon, ça, c'est l'insertion fonctionnelle. L'insertion pédagogique, gestion de classe, processus d'apprentissage, planification des apprentissages, motivation des élèves, explicitation et présentation des savoirs. C'est règle générale, c'est là qu'il y a peu de choses. Et c'est là qu'il faut avoir une vision pédagogique. Quelle est la pensée pédagogique de l'institution que tu devrais refléter? C'est le produit de l'organisation. C'est ça qui est extraordinaire dans le domaine de l'enseignement. On a l'impression que le produit sort spontanément. Mais d'une autre bout, j'ai l'impression qu'il sort des battes de baseball, puis qu'il sort des patates, puis qu'il sort toutes sortes de choses. Dans l'autre bout, on a l'impression qu'on met un prof dans une classe, puis automatiquement, il devrait sortir quelque chose de ça si les élèves réussissent aux examens. Donc, il faut s'entendre que on parle beaucoup de réussite scolaire présentement, mais que la réussite, est-ce qu'on réussit pour avoir un diplôme ou on réussit pour avoir un job? Bien des enseignants qui me disent qu'ils n'engageraient pas les élèves qui diplôment. C'est déjà un indice. Donc, tu te dis, bon, mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait? Ben là, les examens, ça ne garantit pas la compétence. Donc, vous voyez qu'il y a tout un travail à faire là-dessus quand c'est mal parti dans ce sens-là. Les étapes du développement de la compétence professionnelle en enseignement. C'est pour ça, des fois, on va aller trop loin. Quand j'étais en Haïti, parce que j'aime bien aller dans les pays en voie de développement, ça me ramène sur des choses de base. On ne fait pas de socio-constructivisme avec des profs ici. On s'entend là-dessus que ceux avec qui j'ai travaillé, il y avait une 6e année pour enseigner aux enfants du primaire et que la moitié ne parlait pas français, mais toutes les cours sont censés être en français. Les programmes, ils ne les ont pas parce qu'ils n'ont pas d'argent pour les reproduire. Donc, à ce moment-là, et là, on s'est dit, avec eux, ils n'ont même pas on voulait créer des communautés de pratique, mais il faut toujours bien qu'il y ait une pratique pour faire une communauté de pratique. C'est-à-dire, donc, il a fallu travailler avec eux sur des éléments de base. C'était pas de mépriser ce qu'ils faisaient, mais on part d'où ils sont. On dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, là, on a identifié 2 éléments qu'il faudrait peut-être à ce moment-là que l'argent qui est emprunté pour envoyer les enfants à l'école serve à les nourrir plutôt plus qu'à les habiller. Il faudrait arrêter de fesser dessus pour le faire apprendre. C'est-à-dire d'arrêter d'être violent dessus. Bon, on s'est tout entendu là-dessus, minimalement, donc c'est un message à donner au milieu. Après ça, bien, comment on va faire de la pédagogie en classe avec ça? Donc, mais c'est aussi la même chose avec mon prof. Quand on arrive, on ne fait pas faire de métacognition. Pouvoir détecter, exprimer les problèmes. Ça, c'est déjà un élément, ça, avec mon expérience dans les 20 ans de conseiller. Il dit, j'avais un étudiant qui m'avait dit, je tenais d'avoir des réponses à des questions que je ne me pose pas. Ben, c'est un peu la même chose pour le nouveau prof qui arrive. On lui donne un paquet de réponses, il dit, quoi ça donne d'apprendre ça? Je lui dis, c'est pas encore le problème. Es-tu capable de les voir, les problèmes? Exprime-moi-les. Donc, première étape, détecter et exprimer les problèmes liés à l'enseignement. Deuxième, au bout de 2 ans, pouvoir comprendre et résoudre les problèmes. Pour ça, il faut avoir un certain niveau de connaissance. Il y avait un maniaque des communautés de pratique, il dit, regarde, vous avez bien beau mettre des alphabets ensemble dans une communauté de pratique, ils n'apprendront pas à lire ensemble. Ils ne savent pas lire. Il faut amener une connaissance pour être capable d'améliorer la pratique. Ben, c'est la même chose ici. Il faut qu'il y ait de la connaissance, ce n'est pas spontané. Et c'est pour ça qu'ici, pouvoir comprendre et résoudre le problème. Ici, on lui donne des solutions tout faites à des problèmes qu'il est capable de comprendre. Mais s'il faut en même temps l'amener à créer la solution au problème, il n'a pas la compétence pour faire ça quand il arrive. Donc, il faut l'aider, mais on ne lui donne pas de réponse à des questions qui ne se posent pas. Ou on l'amène à s'en poser pour que la réponse ait du sens. Et dernière, qui est vraiment la compétence ultime, pouvoir anticiper et éviter les problèmes. Mais ça, c'est quand tu vas être rendu là, c'est pas parce que tu as une bonne banque ici, tu arriveras toujours à un groupe d'élèves qui ne fonctionnera pas, puis c'est pas parce qu'ils ne sont pas bons. Mais il va falloir que tu apprennes un jour à anticiper, parce que c'est ça le niveau de compétence qu'un prof doit avoir. Plus avoir de problèmes dans la classe. Puis ça va être de ta faute de ça, parce que tu vas avoir prévu et anticipé ce qui allait se passer. Vous pourrez, sur Internet, aller voir ce schéma-là ici.
me suis amusé à un moment donné, puis je ne l'ai jamais publié, parce que ça faisait peur un peu. J'ai voulu identifier tous les éléments de connaissance que ça prend pour un prof pour être capable de faire sa job. Donc ici, si on regarde ça, mon prof, les élèves, on a mis des choses assez de base. Il doit comprendre l'objet d'apprentissage, gérer le contexte, comprendre les apprenants, puis évaluer. Donc on se dit que c'est les 4 grands éléments qui sont là-dedans. Planifier l'objet, organiser le contexte, faire apprendre l'apprenant et accompagner à l'évaluation. Et là, si on prend chacun des éléments, on dit, bon, ben là, l'objet, tu as des actions à faire et tu as le programme. Tu as ton programme, il va falloir que tu définisses dedans, c'est quoi? L'interpréter, la matrice des objets de formation, tu as les compétences, donc les organiser, le processus, l'analyser. C'est toutes les composantes de ce qu'un individu doit être capable de faire pour préparer une séance de formation. Donc, c'est pas juste de mettre quelqu'un devant une classe. Là, on a fait simplement l'inventaire de l'action, la démarche, la tâche, les procédures, les opérations, les interactions, les concepts, tout ce que ça prend à comprendre et à expliciter pour que quelqu'un, un apprenant, puisse apprendre ce métier-là. Donc, c'est pas juste un manuel d'instruction avec, en FP, ils ne sont pas écrits. Ils sont en médecine, c'est tout écrit. Mais en FP, en mécanique, ben, les guides Sénèque, le jour qu'ils ont été écrits, ils sont déjà obsolètes. Parce que là, la vraie formation professionnelle n'est pas écrite dans un livre. Il faut mettre les gens en situation pour les voir réagir par rapport à une situation. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là, l'évaluation, la stratégie, les prescriptions, l'apprentissage, l'aide en apprentissage, donc, et tout le volet des apprenants, le fonctionnement du cerveau, la pensée, le sens qu'ils vont donner, et finalement, tout le volet du contexte avec l'environnement, les situations, les instruments. Donc, il y a à tout gérer ça, puis à tout intégrer ça au niveau de tâches de base, au niveau de concevoir des éléments d'apprentissage, de planifier son cours. Donc, j'ai voulu mettre ça là pour dire, c'est pas anodin. Il y a un plan à mettre en place, puis tout ça, si on apprend ça de façon spontanée, on ne comprendra jamais ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des pratiques pédagogiques en 2011 qui n'ont pas plus évolué qu'à l'époque de Charlemagne. Hein, il y avait des formations à l'université l'autre jour pour inciter les profs à l'université d'arrêter de faire des lectures. Mais l'université, au départ, existait pour lire des livres. C'est pour ça qu'en anglais, c'était des lectures, c'était pas des cours. On lisait un livre, mais les gens, il n'y en avait pas de livre. Ça fait que tu allais à l'université pour entendre le livre et le mémoriser. Tu n'avais pas de papier pour l'écrire non plus, donc c'est de la mémorisation. Donc, qu'est-ce qu'on dit aux élèves aujourd'hui? Là, il y a le PowerPoint, ben, il fait une lecture. Puis dit aux élèves, on va apprendre par cœur. Ben, les éléments, si tu apprends par cœur, tu vas être correct. Donc, vous voyez, ça aussi, apprendre par cœur, on a transformé ça avec l'histoire. Hein. C'est où ça vient, cette expression-là, apprendre par cœur? Parce qu'à l'époque, le cœur était le siège de la pensée. Le cerveau était, pour beaucoup, le réservoir de la mort pour le nez. Donc, c'était pas là qu'était l'intelligence, c'était dans le cœur. Fait qu'aujourd'hui, si on traduirait ça, on dirait « pense avec ta tête ». Apprendre par cœur, c'est comme penser avec ta tête, pourtant on s'en sert totalement à l'inverse. Pense-y pas, là, apprenez par cœur. Pendant qu'à l'origine, ça avait un sens totalement différent. Petite anecdote en passant. Donc, vous voyez ici, un nouveau prof sans problème, vous aurez l'occasion de les regarder et de voir en quoi ça peut... Je ne le traiterai pas ici, hein, il reste 10 minutes à la présentation. Donc, mais c'est simplement pour vous donner un inventaire, de regarder, ça, c'est les problèmes les plus courants que l'on peut retrouver, hein, réaliser le rappel des connaissances et des expériences antérieures. Prenez chacun des éléments puis donnez ça à quelqu'un qui n'a jamais enseigné. Là. Parce qu'il y en a qui me disent, comment tu fais participer tes élèves? Alors, je lui pose des questions. Combien il y en a qui répondent? Bien, 2, 3, ceux qui le savent. Ceux qui ne le savent pas, ils ne répondent pas, ils ont juste espoir que tu ne les regardes pas, mais tu ne leur demandes pas. Mais j'ai dit, comment tu fais pour savoir que tout le monde a compris? Ceux qui me disaient, ils te posent des questions. Mais non, tu vas savoir, tu sais que 2, 3 savent, les autres. Puis, quand tu donnes une réponse, est-ce que tu leur demandes pourquoi la réponse? Hein? Avez-vous compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Ça, c'est la deuxième question qui est intéressante. Les règles générales, ils ne répondront pas à la deuxième. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Puis, ils n'ont pas d'idée. Je l'ai dans la tête, pas capable de le dire. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. C'est pour ça qu'ils ont hâte de descendre dans le shop et le faire sans le comprendre. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te voir. Je suis correct, monsieur? Je suis correct, monsieur? Là, tu es en train d'en faire un exécutant. Quand j'ai monté les cours de conduite, il y a beaucoup d'études au niveau pédagogique, ces cours de conduite, et qui montrent que plus le moniteur intervient, moins le conducteur apprend. Si c'est vrai en conduite, c'est vrai ailleurs. Parce que plus il intervient, plus il se transforme en instructeur.
et plus l'autre se transforme en exécutant. Il fait ce que l'autre dit jusqu'au temps qu'il soit content. Mais lui, il ne comprend pas pourquoi. Donc, vous voyez, donc, beaucoup, ça fait ça. Donc, vous voyez, juste un élément, amener l'élève à se mettre en projet. Comment je fais ça? Pendant qu'il est convaincu, comment il peut l'apprendre? Je n'ai pas dit. Ça, c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, moi, je fais la démonstration à tous mes enseignants qui sont dans mes cours que 80% du savoir est déjà dans la classe. Puis je leur dis au départ, on va parler de métacognition. Parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous mettez en équipe, vous allez me donner les concepts qui sont avec ça. Et on leur fait la démonstration. Globalement, dans la classe, 80% du savoir était là. Donc, je n'avais pas besoin de vous le dire. Je suis parti avec ce que vous avez fait et j'ai corrigé, complété ou ajouté. Donc, c'est tout ce que j'ai. C'est ça la job d'un prof. Mais c'est pas de donner 100%, c'est de montrer aux gens qui en savent des affaires. Mais ça, pour faire ça, peux-tu vous dire que ça prend une forte estime de soi? Parce que c'est même pas en participant, je viens de finir un projet avec l'IRSST, 2 ans de travail, sur une notion, le phénomène de stabilité sur les chariots élévateurs. Une notion enseignée, j'ai 15 enseignants responsables de la formation dans les entreprises à grandeur du Québec là-dessus. Ils ont tous admis au départ qu'ils enseignaient une chose qu'ils ne comprenaient pas. Parce qu'on leur a demandé d'expliquer-nous-la. Parce que moi, j'ai fait expliciter les affaires. Là, ils parlent du triangle de la stabilité. Hein? Quand on a fait ça, le triangle de la stabilité, moi, j'ai une fonction, c'était ma thèse de doctorat, j'ai joué à l'ignorant expert. Triangle de stabilité. Expliquez-moi ce que c'est un triangle de stabilité. Ben, ils ont dit c'est comme une pyramide. Ah, ok, parfait, une pyramide. Je commence à faire le dessin de la pyramide, comme ça. On dit non, 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 c'est pas ça, là. C'est un triangle à la base. Ah, ben là, c'est comme ça, si c'est un triangle à la base, et que ça s'en va comme ça, ça c'est un tétraèdre, c'est pas une pyramide. Oh, bien sûr, ils ne comprennent pas ce que c'est un tétraèdre, fait qu'on dit que c'est une pyramide. Donc, tu dis pas la bonne chose qu'ils comprennent, pour pas utiliser le bon nom de la bonne chose qu'ils devraient comprendre. Fait qu'on peut comprendre pourquoi ils ne comprennent pas la stabilité sur les chariots élévateurs. Mais ça, c'était juste une anecdote. Mais 2 ans et demi de travail, où là, j'ai fait de la didactique participative, où c'est eux qui ont amené les idées, pour mieux comprendre. Ils ont cheminé là-dessus. On a fabriqué le matériel. On était censé avoir 5 rencontres, on en a eu 24. On est juste une notion qui est censée durer 1h15, dans une formation de 6 heures, à laquelle on a démontré que de toute façon, les étudiants ne comprendront rien là-dedans parce qu'ils n'ont pas été préalables pour comprendre ça. Mais qu'on devrait aborder ça d'une autre façon. Après tout ce temps-là, et qu'on a évalué le taux de motivation des participants comme enseignants au développement, toujours un score très haut sans motivation. Un seul enseignant a utilisé le matériel, même si c'est lui qui l'avait fait. Et c'est là qu'on dit, bon, ben c'est pas parce qu'il adhère, c'est pas parce qu'il l'a fait, parce que la force, quand vous dites le syndrome du survivant, il s'agit d'avoir eu le trouble une fois dans une classe dans sa vie où tu as perdu le contrôle pour plus jamais vouloir vivre ça. Fait que quand ils se retrouvent devant leur formation, sécure, même avec une mauvaise pratique, vaut mieux qu'être insécure dans une bonne pratique. Fait que ça m'a donné une très bonne leçon en disant, c'est pas parce que le monde dit hey, c'est fantastique, c'est extraordinaire, on va voir dans le cours, il va regarder sa même pratique. Et s'il a une bonne estime de lui-même, il est solide, il va s'en servir. Sinon, il va même mieux rester dans l'erreur, même en étant conscient, même en ayant fabriqué le matériel. Donc, vous voyez, il y a toute une leçon à aller chercher là-dedans. Donc, c'est pas anodin, ces petites choses. Je vous ai fait également une carte conceptuelle sur certains éléments pour les types d'accompagnement d'un prof en insertion immédiate. Ce que j'appelle l'insertion immédiate, c'est surtout lui qui me préoccupe, parce qu'en FP, c'est 90% de nos profs. On les engage le lundi, puis on les engage le vendredi, puis ils commencent le lundi quand ça va bien. Les rôles, ça peut être soit du tutorat, du coaching, du mentorat ou du compagnonnage. Hein? Tout n'est pas dans tout. On est dans la grande mode du coaching et du mentorat, là, mais on met bien des affaires là-dedans. Peut-être j'ai le titre de mentor, mais peut-être c'est rien que du compagnonnage que je fais. Donc, allez voir les définitions dans chacun. Un tutorat, c'est un tuteur. Un tuteur, c'est un plat de tomate quand tu l'enlèves, il tombe. Donc, il aura toujours besoin d'un tuteur quand tu lui donneras un tuteur. Tandis qu'un coach, il n'est pas là pour donner des pratiques pédagogiques, il est là pour transmettre la culture de l'organisation. Un coach, ça te dit quoi faire. Mais là, tu es un professionnel, il faudrait que tu apprennes peut-être à faire ce que tu as à faire. Donc, là, il y a tout un mentor. Il y a une nuance à aller chercher. Quel est le rôle de la personne? Peut-être qu'au début, il y a plus besoin d'avoir un tuteur que d'un mentor. Quand tu seras un bout de temps, là, peut-être le mentor, peut-être un coach de temps en temps pour aller dire, regarde, les valeurs de l'organisation ici, encore faudrait-il en trouver, dans chacun des centres, qui sont significatifs, je vois qu'il n'y en a pas, mais qui sont significatifs par rapport aux individus. Puis
Puis parfois, il y a du compagnonnage. Hein, ça veut dire que, regarde, utiliser un canon puis être capable de faire de la didactique d'une certaine façon. Puis regarde, on va faire, c'est comme ça. Là, tu vas comprendre en voyant. À toute fin pratique. Donc, c'est important de faire les nuances dans les rôles pour ne pas les confondre. Les éléments d'accompagnement, technique, éthique, social et humain. Hein, donc, je n'ai pas mis l'administratif parce que c'est une relation. Hein, c'est toujours la relation avec le directeur, la relation avec les collègues, mais le technique, c'est pas anodin parce qu'il va perdre sa crédibilité s'il arrive avec un rétroprojecteur qui a l'air déboulé dedans, ou qu'il n'y a pas l'extension, ou pour X raison. Là, pour une niaiserie, il va perdre une crédibilité qu'il va avoir de la misère à récupérer. L'éthique, pas commencer, où sont les valeurs? Au-delà de dire on s'aime tous et on se respecte. Donc, je fais une tournée de cégep présentement sur les savoir-être. Le respect est à la mode. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, le respect? On a travaillé pendant des jours pour définir ça de façon opérationnelle. Hein? Le respect, c'est donner de la valeur aux personnes, aux choses et aux idées. C'est pas juste de dire je t'écoute, mais je t'écris pas de bêtises. Je t'écoute, mais je ne fais rien de ce que tu dis. C'est pas du respect. Le respect, de quelle manière tu donnes de la valeur à la personne, à ce qu'elle dit et aux choses que tu as là. Donc, je ne l'ai pas brisé, non, mais la manière dont tu l'as mis, il y en a un qui s'en fait dedans puis il l'a pété. Donc, tu n'as pas donné de valeur à cet objet-là, donc tu as manqué de respect à cet élément-là. Donc, oui, le volet éthique, c'est bien de le définir. Le social, les interactions entre les personnes et l'humain là-dedans aussi, comme être humain, cet individu-là a un accompagnement à avoir. Compétences à développer de coaching et de communication. En tout cas, dans le fond, il ne faut pas oublier que l'enseignant, il va devenir le coach de ses étudiants d'une certaine façon, l'accompagnateur de ses étudiants. Donc, il est intéressant que le modèle qu'on prenne pour l'accompagner soit le même que lui devrait utiliser avec ses étudiants pour les accompagner. Ils sont dans la même situation, on fait d'une pierre deux coups à ce niveau-là. La communication est le problème majeur. Nommer les choses, les identifier, les expliciter, c'est pas anodin. Et les attitudes, initiative, innovation, intégrité, jugement, prévenance, organisation, vigilance sont des éléments de base qu'on devrait considérer. Donc, c'est un petit aide-mémoire que je vous ai donné là au niveau du type d'accompagnement du prof. Les enjeux de l'accompagnement d'une enseignante ou d'un enseignant en insertion directe. Il faut lui fournir des repères pour faciliter le changement de milieu. Le premier choc qu'il a, c'est un choc culturel. Et puis dans le même monde. Le temps n'a pas la même valeur, l'espace n'est pas le même. Je me rappelle mes conducteurs de camions, quand on leur disait 16 heures de présence élève. Ouais, ils disaient, je vais garder mon camion, j'aurais 30% dans les métros. Parce que 16 heures d'une semaine, c'est pas une grosse tâche. Puis 3 semaines après, il disait, je ne suis pas capable d'arriver. C'est sûr, parce qu'il pensait, lui, qu'il vient d'un monde où t'en fais de t'en payer. Hein. Tu pars ton truck le soir, tu arrives chez vous. Là, tu arrives, même dans la même organisation. Moi, quand j'étais enseignant, j'ai passé conseiller. J'ai passé de. Une journée, je ne rentre pas, je suis malade. Là. La job, elle se fait quand même. Conseiller, tu ne rentres pas, tu es malade, la job, tu vas en faire quand même. Parce que personne ne va te remplacer. Parce que là, le temps n'a plus la même dimension par rapport, mais l'individu, il arrive d'un contexte économique, culturel, milieu de travail, relation de travail totalement différent. C'est pas anodin. On n'est pas un milieu nécessairement enviable à ce niveau-là par rapport à ça. Il faut bien donner des repères. Quels sont les repères dans son milieu et versus les repères qui sont ici. Donc, nouvelle finalité de son activité professionnelle, nouveau milieu de travail, nouvel environnement, nouvelles règles et obligations, nouvelle identité professionnelle, nouvelle interaction. Instrumenter sur les pratiques d'enseignement. Des fois, il vaut mieux lui donner un outil pour qu'il travaille que de prendre 6 heures et lui expliquer les fondements pédagogiques de cet outil-là. Ça viendra après. Donc, premièrement, en faire un usager de bonnes pratiques. Après, un réflexif sur la pratique. Mais il faut faire un choix. On n'a pas le choix. C'est soit l'un ou soit l'autre. Mais on n'aura pas les deux. Parce que si on a les deux, ça va être toujours en retard. Relation d'enseignement, relation didactique, relation d'apprentissage, contexte de formation. À instrumenter les pratiques, on arrive à la situation pédagogique de la genre, sujet, objet, agent, milieu. Là, il y a un outil pour se référer. De qui on parle? Moi, j'en ai fait un décodeur de problèmes. J'ai un problème dans ma classe. Parfait. Qui a le problème? C'est-tu l'étudiant? C'est-tu l'objet? Ou c'est toi ou c'est le milieu? Qui apprennent à avoir un décodeur de problématiques de cette façon-là. Donc, faire acquérir et comprendre le nouveau langage. Déjà que ce n'est pas clair dans son métier, imaginez quand il arrive dans le nôtre, où on va y parler de cognition, de mémoire, de cerveau, d'apprenants, d'élèves, d'étudiants, de notes, d'examens. Et là, toutes ces images-là qui sont en arrière, toutes ces préconceptions, lui aussi va vous dire qu'il a compris. Et ce serait le fun que vous leur demandiez qu'est-ce que tu as compris. Programme, pédagogie, évaluation, méthodologie.
Si on sait qu'un apprenant, il apprend 7 concepts à l'heure, nouveau, imaginez quand on a un conseiller, je me rappelle, quand je rencontrais mes enseignants dans une heure, ils s'en passaient une couple de concepts. On débordait facilement de 7 concepts pour l'individu. Donc, des fois, on roulait plutôt les alentours de 40-45. C'est sûr que vous ne comprenez rien après avoir fait la journée avec moi. Mais vous ne comprenez pas plus quand j'en disais rien que 7. Parce qu'avoir que 7 mots de vocabulaire, et là, j'ai commencé à résoudre le problème quand j'ai fourni un lexique sémantique. C'est regarde, voici, tu peux t'y référer. Ça serait le fun que tu donnes à tes étudiants aussi, quand toi tu parles de ton métier. Donc, toujours le parallèle entre les deux, ce que j'utilise pour toi est valable pour toi avec tes étudiants. Faire expliciter son expertise professionnelle. Situation de travail, tâches, processus de travail, terminologie. J'en étais même arrivé, moi, à la fin, que je ne travaillais plus que le programme avec l'enseignant. Je travaillais avec l'analyse de situation de travail. Ça ressemblait à quelque chose de son métier. Un AST, c'est son métier. Le programme, c'est une transformation du métier dans une structure ministérielle pour fin d'évaluation. Le programme, c'est pas fait pour être appris, c'est fait pour être évalué. Bon. La partie après, de reconnaître un métier là-dedans, c'est pas vrai qu'on passe 3 jours à faire de la santé et sécurité au travail. C'est-à-dire que c'est amalgamé à travers les autres tâches. Donc, c'est de faire comprendre le lien entre l'AST et le programme. Il va comprendre le programme, sinon il va passer sa carrière à ne pas comprendre le lien entre le programme et son métier à toute fin pratique. Donc, c'est pas anodin. Faire acquérir des pratiques d'enseignement convenables. Donc, donner des modèles, mais encore pour avoir des modèles, faut-il avoir une pensée pédagogique, une orientation? Je suis en enseignement individualisé, je suis en magistral, je suis en par projet, je fais-tu l'enseignement différencié? On exploite-tu les styles d'apprentissage? C'est toujours le même modèle. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on puisse accompagner un enseignant si on n'a pas de pensée pédagogique, une orientation institutionnelle là-dessus. C'est quoi je dis? Dans le fond, il manque une grande partie au message. Donc, également, rendre les ressources d'insertion conviviales. Donc, c'est vrai que c'est compliqué à enseigner, c'est pas vrai qu'on peut rendre ça simple. Mais, je peux rendre ça, comme je dis à mes étudiants, il n'y a pas de matière compliquée. C'est le cours que tu donnes qui l'est. Donc, si ton cours est bien monté, ta matière va être accessible. Mais ce n'est pas la matière qui est compliquée, c'est la même chose avec notre enseignant. La matière qu'il a à s'approprier, il faut lui faire des instruments de référence conviviales, qu'il peut comprendre, qui partent de lui-même et qui l'amènent à ce qu'on veut qu'il fasse à toute fin pratique. Donc, des représentations, des aides à penser. Puis en faisant ça, on lui donne des exemples de ce qu'il devrait faire avec ses étudiants aussi. Donc, l'un sert d'exemple à l'autre là-dedans. Donc, je terminerai avec la partie du plan d'action. Donc, ce qui est important en ayant tout réfléchi là-dessus, c'est de venir insérer le volet pédagogique dans la démarche d'insertion et se donner un plan d'action pour que l'individu ne sente pas que le conseiller vient quand il y a le temps, ou bien il vient quand il n'y a plus le temps. Qu'on s'envoie quelque part et qu'on va s'y rendre. Comme avec mes étudiants, moi je leur dis, quand tu donnes un cours, donne un itinéraire d'apprentissage à tes étudiants. Regarde, ils ont 8 activités à faire, ils ont 12 activités à faire dans ton module. Dis, regarde, c'est ça que vous allez faire. Là, aujourd'hui, on fait celui-là. Puis quand on a fait le deuxième, on a fait celui-là, puis on a réussi. On s'en va au deuxième. On s'en va comme ça. Donc, il faut lui donner un plan. On s'en va à telle place, et voici les jalons pour s'y rendre. Puis quand on va se rencontrer, c'est pour franchir chacun de ces jalons-là. La même chose que l'apprenant, il doit être en mesure de comprendre le chemin où est-ce qu'il s'en va. Donc, pour accroître la crédibilité, ne pas perdre contact avec la réalité, parce que lui, il va sentir qu'on s'en va quelque part. Sauver du temps, de l'énergie et des ressources. Là, il peut se préparer. Et là, il y a tout le volet. On parle tellement pour les jeunes d'utiliser tous les médias sociaux, d'utiliser Internet. Bon, tout ce qu'on veut y transmettre, moi je dis tout le temps que c'est gaspiller l'argent que de prendre un prof pour transmettre de l'information. Le prof est là pour développer les compétences. L'information peut être accessible sur un CD-ROM, peut être accessible sur Internet. C'est de rendre l'information accessible et d'exploiter l'enseignant dans sa vraie compétence et de faire le travail. Puis d'être critique sur le travail qu'il fait. Bon, mais la même chose dans le cas de lui, l'information pédagogique qu'il a besoin peut être accessible de différents niveaux, donc on peut peut-être lui montrer comment y avoir accès que de s'acharner à vouloir les faire apprendre. C'est-à-dire, et là, après ça, d'y donner des objectifs qui vont lui donner l'obligation d'aller chercher la ressource. Donc, ça va toujours dans ma stratégie, moi, de dire que on ne répond pas à une question qui n'a pas été posée. C'est-à-dire que voici, tu as des ressources, voici le problème qu'on a résolu ensemble, voici quel moment qu'on va le faire, va t'informer, va te référer à tel endroit pour telle information et on va travailler là-dessus la prochaine fois. Donc, mieux responsabiliser tout le monde également. Donc, de donner des rôles. Ce matin, on en a parlé, une personne mandatée
là-dessus. Et il faut qu'il y ait un plan d'action, pas fait par le conseiller, fait par l'institution où chacun des intervenants joue un rôle et on se met à un échéancier. Puis, comme ce matin, on envoyait au niveau à court terme, à moyen terme et à long terme. Et d'amener l'individu à dire ça finira jamais. La formation continue, qui peut penser en enseignement, bon, mais j'ai mon brevet, ça va être fini. Comme moi, c'est ce que j'essaye d'amener à l'université, c'est de dire, tu connais que la date où tu auras commencé. La date que tu vas finir à apprendre, là, ben, dis-toi une chose, souhaite de mourir le jour où tu n'arrêtes pas d'apprendre. Parce qu'il y en a qui arrêtent d'apprendre, ils sont pas encore morts, mais ça fait pitié à voir. C'est-à-dire parce qu'ils se disent, trop vieux pour apprendre. Enseigner, le gars qui dit, j'avais un enseignant qui me disait, mes étudiants sont de moins en moins intelligents d'une année à l'autre. Moi, ça fait 15 ans que je donne le même cours, puis ils réussissent de moins en moins. C'était son cours qui n'avait pas évolué, c'était pas le monde qui comprenait de moins en moins. Donc, il y a des pratiques pédagogiques qui sont ancrées et qui sont permanentes. Il faut enlever ça dans la tête du monde. C'est quand on accueille l'individu, tu te dis, regarde, ça commence aujourd'hui ton perfectionnement, ça va finir quand tu vas prendre ta retraite. Donc, sinon, vous allez devoir les convaincre que la formation continue, c'est une maudite bonne affaire. Tandis que là, on intègre, puis on amène une politique générale, dire, un prof qui est ici, qui est permanent, on a de la formation continue. Un prof qui est en train d'acquérir sa permanence, il y a un autre type de formation. Puis le prof qui rentre, il est en insertion, on a un autre type de formation. Mais tout le monde est en formation. Puis si on est dans un milieu de formation, c'est ça qu'il faut vendre comme idée à toute fin pratique. Donc, je termine cette partie en vous donnant juste une petite phrase. C'est que l'insertion, c'est une question de temps, d'accompagnement et d'instrument. Donc, juste accompagner quelqu'un, c'est insuffisant si on ne l'instrumente pas. Puis, ça prend du temps. Mais, comme on dit souvent, c'est que le bœuf est lent, mais la terre est patiente. De toute façon, en se donnant une échelle de début de carrière jusqu'à la fin de sa carrière, on a du temps. Puis lui, il va se mettre dans une position où il sera constamment en évolution, en toute fin pratique. C'est ce que j'avais à vous dire. Donc, il y a une période de questions.